Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une 456e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on reçoit Federico Tavola pour son ouvrage Pourquoi les fascistes n'aiment pas les spaghettis aux éditions Istia et compagnie. Dans les années Bonsoir. 30, bonsoir Federico. Dans les années 30, Filippo Tommaso Marinetti, poète, futuriste, fasciste de la première heure, décrète solennellement la mort des pâtes. Trop molle, trop méridionale, ennemi du dynamisme guerrier de la Nouvelle-Italie, Mussolini signe, les journaux relaient, et puis un photographe surprend Marinetti devant une assiette de spaghettis et tout s'effondre. C'est cette histoire, cette chute magnifique, ce grain de sable dans la machine idéologique qui a donné son titre au livre de Federico Tavola. Et c'est une autre histoire, beaucoup plus petite, étroite, beaucoup plus drôle, qui va donner son ton à cette rencontre et à ce livre, puisque ce livre ne parle finalement que peu de fascisme, c'est uniquement le point de départ. Pendant que nous allons parler de fascisme, de futurisme, c'est l'intervieweur qui dégustera, vous le verrez plus tard, et Federico Tavola, physicien nucléaire, milanais globetrotter, apôtre mondial de la pasta, ne cuisinera pas ce soir, mais observera la qualité de mes spaghettis d'une grande simplicité, avec cet œil du voyageur qui a cuisiné des linguinés pour des Amérindiens, qui a fait bouillir de l'eau à Tokyo, qui a trimballé dans ses valises de physiciens des provisions culinaires comme d'autres emportent des médicaments ou des talismans. Alors ce texte, c'est une odyssée poétique, érudite, savoureuse, à travers les siècles et les latitudes, une enquête sur ce qui tient ensemble un pays morcelé, dont les dialectes changent à chaque vallée, dont les campaniles se disputent depuis 1000 ans, et dont la seule langue, véritablement commune, est dans les assiettes. Les recettes comme grammaire, la pasta comme constitution non écrite. Mussolini l'avait compris à l'envers, tenter d'abolir les pâtes, c'était tenter d'abolir l'Italie elle-même. Et cela ne pouvait que mal finir, comme finissent toujours les guerres déclarées contre le désir et la faim. Alors oui, ce soir, quelqu'un mange des spaghettis sur ce plateau virtuel et c'est peut-être la plus belle des introductions possibles à ce livre. Dieu merci, Federico, vous ne goûterez pas ces pâtes qui feraient honte aux spécialistes que vous êtes, mais elles ont au moins le mérite d'exister pour ce moment unique, une démonstration vivante, bruyante et délicieuse que la pasta résiste à tout, même aux intervieweurs les plus sérieux. À la vôtre. Ouais. À la sauce tomate. Évidemment, et au basilic. Ah oui, alors c'est parfait. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout sur mon écran. Et ça va être difficile ce soir de manier les deux. Euh, mais avant de parler du livre en lui-même, vous êtes physicien nucléaire, ce qui est plutôt rare pour un écrivain, et vous avez choisi déjà d'écrire ce livre directement en français, votre langue d'adoption. Est-ce que déjà choisir cette langue étrangère pour écrire sur l'identité italienne n'est pas déjà en soi une déclaration d'un homme qui observe son pays depuis la rive d'en face, avec la tendresse et la netteté que seul procure l'éloignement? Ah bah oui, évidemment. Moi, je me rappelle une citation tout de suite de Cioran. Lui, il avait écrit On n'habite pas un pays, on habite une langue. Et donc, moi, j'adore la France. Ça fait quelques années que je passe la plupart de l'année en France. Et c'est exactement à travers mes expériences à l'étranger que je commençais à un petit peu à chercher, comprendre ma nature italienne, pas seulement l'identité. Et du moment que je voulais écrire ce livre-là, et je me suis dit, c'est parfait de l'écrire en français parce que il faut que je change complètement la façon de penser, de voir le monde en soi et donc de voir moi-même. Et c'était un exercice en fait très difficile parfois, mais quand même extraordinaire pour ma quête de connaissances par rapport, franchement, vraiment même à mon identité. Et cela m'a aidé aussi à échapper mon identité pour mieux comprendre ce que signifie aujourd'hui être italien pour moi, mais même peut-être par rapport à la vision des autres, que les autres ont des Italiens. Et puis le texte, il est composé d'une vingtaine de chapitres qui ressemblent à autant d'escales. Était-ce le début, était-ce dès le début finalement une forme délibérée, cette structure en archipel, en station,
d'un voyage, ou au contraire, est-ce que vous avez découvert en écrivant que la pasta ne se racontait que par fragments, par accumulation, comme on en mange, justement, bouchée après bouchée? Ouais, un peu les deux, en fait, parce que il faut dire qu'il y a quand même un lien chronologique. Parce que pour moi, ce livre, c'est un parcours euh, où De vie. je veux m'affranchir de l'identité en soi. Donc, je pars quand je suis petit, et quand je suis petit, je suis italien, je suis fier d'être italien. C'est pas qu'aujourd'hui, je suis pas fier d'être italien. C'est simplement que je ne ressens plus le besoin d'être italien. Et donc, je pars avec cette résistance que j'avais quand j'étais petit ou pendant l'adolescence, de en fait m'ouvrir aux autres. Et donc, ce parcours-là, au fil du temps, m'amène à comprendre que l'identité en soi crée une séparation. Du moment que je dis je suis, je crée une séparation parce que je suis comme ça. Puis la gastronomie en soi est devenue une question identitaire en Italie, très importante. Et on cuisine mieux que les autres, on fait comme ça, il faut faire comme ça, la vraie recette est cela. Et moi, je n'aime pas trop ces choses-là. Moi, j'aime plus me rapprocher des autres. Et donc, c'est vraiment un parcours un peu chronologique. Et j'utilise les pâtes des différentes recettes, et même les pâtes fraîches, la façon de cuisiner, certains gestes, pour expliquer un peu ce parcours de libération, en fait. Oui. Et puis justement, les chapitres, ils alternent entre vos recettes traditionnelles et en même temps une proposition de musique aussi avec la dégustation. C'est très baroque, romantique, un peu délicat. Est-ce ainsi que vous consommez aussi à chaque fois des pâtes comme une sorte de rituel un petit peu précieux? Ah oui, bon, la musique, pour moi, est très importante. Et je pensais que ça peut donner aussi une sensation, donner une autre dimension sensorielle au récit. Et donc, j'ai bien imaginé de essayer de préparer la recette avec cette musique-là. Parce que euh, vous avez dit que peut-être vos pâtes ne sont pas trop bien. Moi, je sais pas, mais je pense, je vous fais confiance parce que c'est toujours un peu la façon avec laquelle on cuisine. On cuisine, si on y met de l'amour, normalement, c'est bien. Et donc, la musique aussi aide un peu à se relaxer et à cuisiner avec une vibration peut-être cohérente avec cette recette-là. Alors justement, je rebondis par rapport à l'amour parce que il y a une scène à un moment donné dans le livre où vous êtes au Japon et il y a ce moment où on a envie des Japonais. Alors je sais plus dans quel domaine, mais je crois que c'était avec Franco Baresi que j'aime beaucoup au Oui. demeurant. Mais vous allez là-bas pour organiser un match après Fukushima et on vous demande une recette particulière. Personne n'y arrive au Japon, finalement. Et en réalité, à partir du moment où les Japonais viennent observer en Italie la fabrication de la pâte, etc., à partir du moment où elle revient au Japon, il y a une chose qui arrive à déclencher la bonne recette. En tout cas, à se rapprocher de l'Italie, c'est justement la bonne ambiance. Apparemment, dans ces cuisines japonaises, il y a un silence de plomb. Et en Italie, évidemment, vous l'aurez deviné, il y a quand même beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation en cuisine, de la musique, évidemment des paroles fortes, des gestes et autres. Et du coup, c'est ça qui déclenche finalement la bonne recette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette anecdote que j'ai trouvée fabuleuse, que vous expliquez bien mieux que moi en l'occurrence, mais j'ai trouvé que c'était presque magique en fait. C'était une sorte de magie dans la cuisine. Ah oui, il y avait cette amie japonaise, elle était devenue une amie à moi au fil du temps par rapport à cet événement après Fukushima. Et cette entreprise importait des produits de qualité italiens au Japon. Ils voulaient reproduire le pain italien au Japon. Et alors, ils ont essayé de comprendre la façon de produire le pain
italienne et la reproduire au Japon. Elle est venue en Italie, elle a regardé comment les boulangers travaillaient en Italie, il a acheté le blé, elle est allée au Japon. Mais c'était pas pareil. Alors elle m'a demandé, mais comment on peut améliorer? J'ai dit, moi je suis pas professionnel par rapport au pain. J'ai dit, bon, peut-être l'eau, je sais que c'est très important, l'eau, la composition chimique de l'eau. Alors, elle a analysé l'eau, elle est retournée au Japon, ils ont presque reproduit la même eau. Pas pareil encore, c'était mieux, mais pas pareil. Elle m'appelait, mais Fédé, c'est pas pareil, mais ça va mieux. Elle était vraiment déçue. Au final, et elle est revenue en Italie. Elle a passé quelques nuits chez les boulangers pour apprendre, pour chercher à comprendre comment ils travaillent. En fait, c'était ça la question, c'était l'ambiance. Chez nous, il y avait bon, les posters des femmes italiennes nues au mur. Il y avait la musique. Faisaient des blagues, les boulangers entre eux. Donc, c'était vraiment une ambiance de divertissement. Et elle a cherché à reproduire la même chose. Donc, elle a pris des posters des femmes italiennes, elle a fait un compilation de musique italienne, elle a amené tout au Japon et elle a ordonné aux boulangers de se divertir. C'est un peu bizarre de penser comme ça. Elle a fait ça, et ils se sont relaxés, pardon, et après, elle m'appelait, bon, c'est parfait. C'est comme en Italie. On a compris. Et donc, c'était ça. C'est vraiment la façon de travailler le blé là, la façon de préparer les spaghettis à la sauce tomate. J'ai envie de le goûter moi aussi quand même. Et je rassure Hélène, il y a évidemment du parmigiano, évidemment, évidemment. Ah, Vous c'est dites bon, c'est bon. dans le texte que la cuisine est la langue commune des Italiens, les recettes, leur grammaire. J'ai trouvé cette phrase extrêmement poétique. Euh, Quand est-ce que vous avez senti que vous écriviez non pas un essai gastronomique, mais quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la littérature? Pour moi, c'est un roman, en fait. Il n'y a pas marqué le mot roman dans le texte. Et c'est presque dommage parce que je trouve qu'il y a une vraie force romanesque dans ce que vous avez écrit. Évidemment, c'est vos aventures à travers le monde et à travers les continents avec ce prisme au départ du fascisme et ensuite qui se développe évidemment sur la gastronomie italienne. Mais c'est très romanesque finalement. Votre vie est peut-être très romanesque. Quand on vous lit, on a l'impression que vous avez vécu beaucoup de choses, beaucoup de voyages, beaucoup de connaissances, beaucoup de rencontres avec des peuples pas forcément connus. Je trouve que c'est un récit de voyage et gastronomique. Je ne sais pas comment vous l'avez Ah, conçu. ah oui, je suis d'accord. On l'a conçu exactement comme ça, en fait. Oui, évidemment, la gastronomie, c'est l'excuse narrative pour parler d'autres choses aussi. Mais c'est aussi importante parce que c'est vraiment un langage universel. Et moi, j'ai compris ça en voyageant parce que ça m'a aidé plusieurs fois à me rapprocher des autres, à franchir des barrières culturelles, parfois même physiques, en cuisinant pour les autres. Par exemple, chez les Amérindiens, en Guyane française, voir les Kanaks aussi, où j'ai écrit ce livre dans une communauté, dans une tribu Kanak. Euh, J'arrive dans la tribu et je cuisine tout de suite pour les indigènes, pour déjà montrer qu'on est au même niveau, que je partage ce que je suis en fait, parce que comme écrivait Feuerbach, l'homme est ce qu'il mange. Et donc, en cuisinant, moi, je montre aussi ma personne. Et donc, l'idée était déjà d'abord de créer une récolte des récits de voyage à travers le monde et à travers en fait le filtre, le prisme de la nourriture, parce que c'est plus facile aussi de comprendre certaines choses parce que tout le monde mange, tout le monde a besoin de manger et puis les pâtes sont bons donc ça marche normalement. Alors je cuisine, ça pèse les âmes. Euh, c'est exactement la raison pour laquelle Mussolini avait tenté aussi de d'interdire les pâtes. Parce que un peuple apaisé, tranquille, n'a pas envie de faire la guerre. Je vais d'ailleurs lire
un premier extrait qui, justement, est cette déclaration d'interdiction des pâtes dans la Gazzetta del Popolo de Turin en 1930. C'est donc le manifeste de la cuisine futuriste. Premier chapitre. L'abolition des pâtes, absurde religion gastronomique italienne. Peut-être que le stockfish, le roast beef et le pudding conviennent aux Anglais, la viande cuite avec du fromage aux Hollandais, la choucroute, le lard fumé et le boudin aux Allemands. Mais les pâtes ne conviennent pas aux Italiens. Elles sont par exemple diamétralement opposées à l'esprit vif, à l'âme passionnée, généreuse et intuitive des Napolitains, qui ont été des combattants héroïques, des artistes inspirés, des tribuns convaincants, des avocats astucieux, des agriculteurs tenaces. En mangeant des pâtes, ils ont développé ce scepticisme ironique et sentimental qui bride leur enthousiasme. Un professeur napolitain très réputé, le docteur Signorelli, constate que contrairement au pain et au riz, les pâtes sont un aliment qu'on avale sans mâcher. Cet aliment, amylacé, est en grande partie digéré dans la bouche par la salive et le travail de transformation est accompli par le pancréas et le foie, ce qui provoque déséquilibre et trouble de ces organes. Il en résulte faiblesse, pessimisme, inactivité, nostalgie et neutralisme. C'est vrai qu'à posteriori, comme ça, en 2026, on se questionne sur cette volonté d'abolir un aliment. Euh, Au-delà du fait que ce soit pour la santé, une question de santé publique, on est bien au-delà, on est sur un côté totalement moral. Comment vous expliquez ça? Comment en tant qu'Italien, on a vécu cette époque-là aussi, comment on réagit quand on interdit quelque chose à des Italiens, notamment, c'est presque le pire des châtiments. Ah bon, mais c'est en fait, c'est une intrusion dans la vie privée, dans une dimension peut-être la plus privée, ce qu'on mange. Et c'est le désir de contrôler les corps aussi, à travers la nourriture. Donc, c'était vraiment une façon de chercher, au moins, chercher, contrôler les Italiens. Mais en fait, cela n'a pas marché du tout. Nous, normalement, on n'a pas confiance dans le pouvoir. Cela nous a aidé beaucoup. Mais ça arrive de notre histoire parce que nous, on a été envahis par plusieurs peuples, les Français, les Allemands, les Autrichiens, les Arabes. Donc, normalement, nous, on n'a pas beaucoup confiance envers le pouvoir parce qu'il nous a été plusieurs fois imposé. C'était pas en fait perçu comme un pouvoir qui faisait, qui visait le bien commun. Et donc, bah, il faut dire aussi qu'il y avait un côté aussi économique pour cette interdiction. Parce que la politique autarchique fasciste visait l'indépendance de l'étranger. L'Italie était un pays qui ne produisait pas suffisamment de blé. Mais il produisait du riz. Dans le nord d'Italie, notamment, en fait, le risotto, on le mange à Milan, en Piémont. Et donc, lui, il disait, bon, il faut s'affranchir de l'étranger à travers l'interdiction des pâtes aussi. Mais c'est franchement, surtout dans le sud d'Italie, il était presque impossible d'arriver à faire ça. Vraiment anarchique. Est-ce que Dans la vous auriez nourriture, on peut pas nous toucher la nourriture. Est-ce que vous auriez été différent si vous n'aviez pas autant voyagé? Est-ce que vous considérez en réalité que les Italiens, c'est difficile de faire des généralités, mais que vous avez dit tout à l'heure sur la question de l'identité qu'il fallait Oui, vous séparer de ce côté identitaire italien. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en réalité? oui, oui, sûrement. Mais on a, moi, je n'aime pas trop généraliser en fait. Moi, je ne représente pas l'Italie. J'ai pas, en écrivant ce livre-là, en fait, je me suis posé cette question. Je n'avais pas envie, je n'ai pas l'arrogance de expliquer c'est quoi être italien, il faut cuisiner comme ça, c'est quoi, c'est la recette comme ça ou pas. Mais évidemment, on dit que les choses importantes, on les voit à distance. Donc, parfois, pour moi, c'était important pour comprendre c'est quoi l'Italie, de m'éloigner de l'Italie. Et après, chaque fois, quand j'ai retourné en Italie, j'ai comprenais mieux.
mon pays et moi-même. Donc, c'était important. Et les Italiens, normalement, sont des voyageurs. Et des voyageurs, normalement aussi très sensibles aux autres cultures. Hum, C'est difficile qu'on pense qu'on n'a pas du respect pour d'autres cultures. Donc ça aide beaucoup pour nous à nous adapter normalement à l'étranger et accepter aussi les étrangers chez nous. On était vraiment, depuis l'Empire romain, on a été vraiment ouvert au monde extérieur. Donc on a un peu cette façon de penser, je trouve. Et puis c'est aussi un texte c'est un éloge finalement sur la cuisine simple. Il y a à un moment donné un passage sur la cucina povera que vous détestez, cette phrase qui dit que finalement c'est la cuisine des pauvres. Et je cite un extrait, je déteste cette expression. Je la trouve presque insultante. Elle a l'air de vouloir rendre hommage, mais elle sonne comme une insulte. Voir des hordes de riches ou prétendus tels s'extasier à l'idée de se nourrir comme des pauvres me semble d'un snobisme révoltant, une mascarade d'empathie culinaire. D'autant plus que le pauvre, lui, ne peut pas faire vœu de richesse et ainsi s'approprier foie gras et caviar à des prix populaires. C'est aussi un texte très engagé, notamment un petit peu plus loin, vous parlez de ces restaurants à Milan, et là vous y êtes, je crois que vous êtes à Milan en plus en ce moment. Oui, je suis à Euh, Milan. voilà, ces restaurants traditionnels qui n'existent plus aujourd'hui à Milan, où on ne peut plus manger des pâtes aux haricots de manière classique. Il y a aussi un extrait là-dessus. Euh, finalement, comment vous voyez les choses, l'avenir de la cuisine italienne? C'est aussi ce texte-là, il existe pour revenir à des valeurs plus traditionnelles, plus simples sur la cuisine de grand-mère. En France, on appelle ça la cuisine un petit peu de grand-mère. Ah oui. Mais c'est aussi cet engagement-là qui est aussi important. Bon, tout d'abord, je trouve que la cuisine italienne par rapport à la française est beaucoup plus simple. Et notre qualité, normalement, est dans la simplicité. Et normalement, je trouve que la qualité, la très qualité de la cuisine française est dans la sophistication extraordinaire. Nous, c'est vraiment la simplicité. Et lorsqu'on cherche de masquer la simplicité, la qualité de la simplicité pour quelque chose qu'elle n'est pas, alors c'est une mystification de la réalité et ça apporte pas de bonnes choses, je trouve. Et en fait, ici à Milan, nous, on fait semblant à être pas franchement italien, on fait semblant à être une petite Londres du sud de l'Europe. Et ça a changé beaucoup la perception qu'on a de la ville et de notre cuisine. Et la qualité a baissé. Et si on veut manger la vraie cuisine italienne, il faut manger à la maison avec les grands-mères, avec les mères, avec nous. Mais c'est devenu un peu à la mode de faire ça. La simplicité est bonne. Et alors, je la fais payer très cher parce qu'en fait, il y a beaucoup d'étrangers ici et des gens qui n'ont pas l'habitude à cette qualité simple. Et on la fait payer trop. Et un cran du marketing un peu ridicule, c'est kilomètre zéro, c'était toujours kilomètre zéro. C'était la normalité. Et aujourd'hui, ça sent que la normalité est devenue quelque chose d'exceptionnel. Et cela, pour nous, ça peut créer vraiment un problème parce que notre qualité, c'était ça, c'était la simplicité, c'était la normalité des produits de la terre. Et si on cherche le faire devenir quelque chose d'exceptionnel, on perd vraiment notre valeur, je pense, la plus importante, la plus appréciée. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est surtout que manger est un acte politique. Alors évidemment, avec le titre, où il y a ce paradoxe magnifique, si les fascistes n'aiment pas les spaghettis, cela signifie que manger des spaghettis, c'est quelque part un acte antifasciste. Est-ce que vous assumez ce raccourci? Est-ce que manger est aussi aujourd'hui un acte politique, notamment dans le choix des produits, notamment dans le choix du supermarché ou du producteur qu'on va choisir? Un petit peu comme la littérature finalement. On a un petit peu de mal à l'accepter, mais la littérature est aussi politique, est un acte politique. Acheter un livre, c'est un acte politique. Acheter des spaghettis, c'est un acte politique. Est-ce que je vois trop de politique autour de moi ou pas, Federico? Vous allez me dire, mais
Clairement, dans ce texte-là, c'est un texte extrêmement engagé au sens noble du terme. Bon, merci quand même. Mais non, je trouve pas que vous voyez de la politique partout, mais il y a de la politique partout. Et la nourriture fait partie de ça. C'est la chose la plus importante pour la survie. Donc, du moment qu'on contrôle la nourriture, on contrôle aussi la façon de vivre des gens. On voit aujourd'hui, par exemple, j'habite en France la plupart de l'année et je vois que la qualité a baissé. Normalement, des produits que je trouve dans les supermarchés par rapport à la qualité italienne sont plus chers. Si on veut de la bonne qualité, il faut payer très cher. Et ça, cela change beaucoup la vie des gens parce que pas tout le monde peut se permettre de payer cher la nourriture. Ils mangent pas bien, ils ont des problèmes de santé, ils sont moins en forme. Et de là, si on n'est pas très en forme, on peut pas aussi bien se rébeller, on peut dire s'il y a des soucis, parce qu'on n'est pas en forme. On voit ça évidemment aux États-Unis, par exemple. C'est l'accès en bonne nourriture est devenu une façon de discriminer euh, les différentes classes sociales. Et donc, oui, évidemment, si on ne permet plus aux gens d'accéder à une bonne nourriture de base simple, de bonne qualité, saine, ça, c'est un problème politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est toujours plus difficile chez nous de trouver de bons produits à bon marché. J'aimerais que vous nous parliez de Richard Feynman. Alors évidemment, pour un Italien, casser des spaghettis est un crime de lèse-majesté, un sacrilège. Mais Richard Feynman s'est amusé à tenter de résoudre le mystère des spaghettis. J'aimerais que vous nous en parliez parce que ça fait partie de ces anecdotes-là. Évidemment, tout est vrai dans le texte, donc c'est ça qui est à la fois drôle, amusant et en même temps extrêmement intéressant parce que c'est bourré d'anecdotes réelles, historiques, qui montrent que on est au-delà de la simple nourriture. Et on voit à quel point le champ d'action, le champ des possibles, il est énorme vis-à-vis de ces simples spaghettis. J'aimerais vraiment que vous nous parliez de Richard Feynman. Ah bon, moi, tout d'abord, Richard Feynman, pour moi, c'est pas simplement pour moi. Il était un des génies les plus extraordinaires, je pense, de l'histoire de l'humanité. Il a compris des choses que la plupart du monde ne peut pas comprendre. Et il était, comment dire, très hétérogène dans ses intérêts. Et lui, il avait noté que, en fait, lorsqu'on cherche casser les spaghettis en deux, normalement, on ne se casse pas en deux. C'est presque impossible. Ils se cassent toujours en trois et dans des morceaux toujours différents. Peu importe comment on cherche les casser. Donc ça, c'est une question de dynamique très difficile à décrire. Et lui, il a cherché à résoudre les problèmes. En fait, c'était une équipe scientifique française qui a résolu ce mystère-là. Ils ont gagné les prix Nobel, qui est un prix génial, je trouve. Et bon, Feynman aussi, il pensait que toutes choses sont connectées. Lui, il était le père de l'électrodynamique quantistique. Et il voyait la réalité d'une façon que je n'arrive pas à imaginer. Mais toutes choses sont reliées. Et donc, parfois, il visait hum, des mystères, des dynamiques que peut-être pour moi sont pas connectées, mais peut-être que pour lui, chercher à comprendre les spaghettis pouvait l'amener à comprendre d'autres choses, on peut dire plus utiles, peut-être pas éphémères comme ça, mais c'est plutôt drôle en fait de penser à lui qui a travaillé même sur la bombe atomique, toutes ces choses-là qui cherchent qui cherchait à résoudre comment les spaghettis se cassent. Il faut dire quand même que, en fait, il faut pas casser les spaghettis si on mange de spaghettis à la sauce tomate comme vous, mais si on fait on dire minestrone, Alors si ça, j'ai on fait appris des ça soupes, aussi des trucs grâce à comme vous. ça, on peut le faire. C'est pas si grave parce qu'en fait, c'est une façon de utiliser, de ne gâcher pas de la nourriture, d'utiliser de plats qu'on n'a pas terminé, mettre tout ensemble. Donc, on casse des spaghettis pour les ajouter peut-être à des peines et d'autres formats.
Et ça, j'ai appris ça en effet grâce à vous parce que je pensais vraiment que c'était un crime de lèse-majesté, mais non, ça arrive, c'est l'exception, hein, bien entendu, hein, ne le faites pas chez vous. Ne faites pas ça chez vous, comme on dit pour le catch. Vous allez tout savoir dans ce livre-là aussi sur l'origine, sur la sémantique de toutes les sauces, que ce soit la carbonara, que ce soit la matriciana. C'est une recette qu'on avait fait d'ailleurs avec Luca Di Fulvio ici il y a quelques années. On Oh, l'embrasse d'ailleurs d'où il est. On avait fait cette recette en face-to-face avec lui pour une rencontre littéraire aussi. On avait fait moitié-moitié, moitié cuisine, moitié littérature. C'était un grand moment aussi. c'est génial. Euh, et justement, par rapport à cette sémantique, quelles ont été vos recherches par rapport à tout cela? Parce que on a l'impression que rien n'est figé aussi sur la définition, sur l'origine des choses. On imagine que il y a toujours des petites rumeurs. On espère que parfois ce sont les Américains qui ont apporté ça lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a beaucoup de rumeurs en fait. On a l'impression que chaque terme italien, en cuisine notamment, n'a pas d'origine. C'est intéressant comme volonté quand même. Oui, en fait, c'est très compliqué d'arriver à une solution définie. Sauf s'il y a vraiment une dénomination géographique, comme par exemple Amatriciana. En fait, Amatrice, c'est un petit village dans les Lazio, la région de Rome. Alors oui, on peut dire, bon, ça arrive de là, la recette, et donc c'est à la Matriciana. Autrement, franchement, c'est vraiment difficile de dire aussi la recette originaire était comme ça. Parce que on peut que dire la première fois qu'on a écrit officiellement cette recette-là dans un livre peut-être gastronomique était comme ça. Mais peut-être que la recette existait déjà et n'était pas encore euh, décodifiée officiellement. Donc, fait la carbonara, on ne sait pas. Nous, on avait le mouvement carbonara, c'était un mouvement rebelle contre euh, euh, les étrangers qui avaient envahi l'Italie. Et donc, c'est difficile de dire c'est lié à ça ou pas à ça. Ce sont des noms parfois sont un peu générales, on peut pas le savoir. À la puttanesque, c'est un peu un gros mot, hein, mais on pense que c'est pas franchement lié au gros mot. C'est vraiment difficile et il y a beaucoup de brouillard autour de l'origine aussi des recettes les plus importantes. La carbonara, parfois on pense logiquement que cela arrive de la Deuxième Guerre mondiale parce on dit qu'on a essayé faire plaisir aux Américains en faisant une recette similaire au petit-déj américain, les œufs et le bacon. Et en fait, on a fait ça parce qu'on avait déjà la matriciana, on avait déjà tout ça. Mais franchement, il n'y a pas des preuves. Donc, mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert moi aussi beaucoup de choses. Une chose vraiment étonnante pour moi, à propos des lasagnes, je crois que personne à Milan a eu l'idée qu'il y avait les lasagnes à la milanaise. Et apparemment, les lasagnes à la milanaise étaient les premières lasagnes décodifiées géographiquement. Et il y avait de la truffe, des cèpes. On n'a même pas l'idée qu'il y avait ça. Et il n'existe pas du tout, et il n'existe pas du tout les lasagnes à la milanaise aujourd'hui. Donc, toute chose, et ça, c'est aussi un concept important pour moi dans le livre, à propos de la tradition, toutes choses changent au fil du temps. Donc, c'est difficile parfois pour nous de penser à une tradition figée dans le temps. Et les recettes aussi ont changé. Les risottos à la milanaise aujourd'hui, à Milan, on le mange plus on le mangeait auparavant parce que on est moins pauvre, on est plus pauvre, on n'a plus besoin de beaucoup de calories et d'abord on le mangeait avec, euh, je sais pas en français comment on dit ça, désolé, le meule, hum, du bœuf, euh, l'os, il y a dedans le La moelle, moelle, la moelle. la moelle, désolé, la moelle. On mangeait avec ça et c'est très lourd. Et aujourd'hui, on mange plus avec ça. Que quelques restos vraiment qui a envie de proposer la recette originaire. Mais aujourd'hui, personne ne fait ça. Euh, Donc,
on mange plus le risotto milanaise. Mais oui, c'est simplement que on a le chauffage aujourd'hui à la maison. À un moment donné, dans le texte, il y a il y a une scène avec un policier, notamment sur une pizza chèvre-miel. Est-ce que c'est la plus grande hérésie culinaire pour vous? Quelle est la plus grande hérésie culinaire? Est-ce que c'est la pizza ananas? Est-ce que c'est la pizza chèvre-miel? Est-ce que c'est des pâtes au ketchup, comme une certaine Valérie l'a dit à l'instant? C'est quoi la plus grande hérésie? Valérie a gagné. Ah oui, sans doute, vraiment. Non, mais pizza à l'ananas, moi, je l'aime bien. Franchement, j'essaie. Ah, c'est l'hérésie, mais ça dépend. En fait, aujourd'hui, c'est toujours à propos de la tradition. Aujourd'hui, si vous venez à Milan, vous rencontrez beaucoup de pizzas qu'auparavant, mais je parle d'il y a 10 ans, c'était l'hérésie. Parce qu'aujourd'hui, on peut trouver des pizzas avec de la tartare du thon sur les pizzas, avec de la mozza. Et d'abord, c'était impossible d'imaginer ça. Donc, ils ont changé beaucoup de choses, sauf spaghetti au ketchup, ça, c'est vraiment impossible. C'est impossible. Ça, c'est impossible. Mais l'ananas, je l'aime bien dans la pizza. Pizza chèvre miel, en fait, c'est pas une pizza pour moi. Parce qu'il y a le miel. Moi, je n'aime pas trop le sucré et salé ensemble. Mais là, c'est une histoire plutôt drôle. Ils voulaient comment dire, m'ordonner d'acheter des pizzas chèvre miel. J'ai dit non, ça, c'est pas de pizza pour moi. Il n'y a pas pizza, en fait. C'est pas de pizza. Bon, Valérie a relancé avec ketchup beurre comté. Ouais, très dur. Là, On y vous allez ajoute un petit tuer. peu de Nutella et Ah ouais, vous allez tuer Federico ce soir-là. Non, 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 ça va être trop on va dur. essayer. Il y a une scène géniale aussi pendant la pandémie avec ces penne lisses que personne, qu'aucun Italien ne Oh, prenait sur les rayons. Ça, c'est quand même fou de voir qu'un Italien préfère mourir du Covid plutôt que acheter des pâtes, des penne lisses. Je trouve ça incroyable. Je pense qu'elle est vraie, cette anecdote. oui, oui, oui. Voilà, elle est terrible. Mais je trouve que ça prouve le culte autour des pâtes en Italie. Ça prouve la fierté qu'un Italien peut avoir pour des pâtes. Vous allez peut-être nous raconter ça, et alors qu'à la base, en plus, les penne étaient lisses. C'était justement l'inverse. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'historiquement, c'est presque à contre-courant. Mais oui, et puis il faut admettre que manger des pains lisses, c'est beaucoup moins pire que manger des spaghettis au ketchup. Donc, on a vraiment un seuil très, très haut. Moi, j'étais pas en Italie, en fait. Et quand j'avais lu ça, c'était très drôle. J'étais en fait fier d'être italien. C'était ridicule. Mais c'était vraiment cela, une forme de résistance. C'était un peu comme dire, oui, ok, on est disposé à toute chose euh, pour survivre, mais pas ça, il y a des limites quand même. Et en fait, chez nous, la question, en fait, d'abord, les pains lisses étaient les meilleurs parce que nous, on mangeait des pâtes artisanales. Et à la maison, voire les artisans qui faisaient des pâtes. Et avec l'industrialisation, Civilisation, ouais. pardon, oui, euh, la qualité des pâtes a chuté. Et avec ça, les pain-lisses, en fait, ils ne sont plus vraiment capables de garder la sauce. La sauce n'est pas retenue par les pâtes. Et donc, on mange les pain-lisses et puis il faut récupérer la sauce. Et avec les peines raillées, cela n'arrive pas. Donc, c'est vraiment une question aussi économique d'évolution euh, de la façon de produire les pâtes au niveau industriel. Et, euh, et donc, personne, franchement, achète les pennies. C'est vraiment très difficile que quelqu'un achète les pennies. Il faut qu'elles soient vraiment les dernières sur les rayons. Et nous, on a démontré que même s'il n'y avait que ça dans les rayons, mais pas pour les pâtes, il n'y avait plus rien dans le supermarché. Pas galettes, pas de pain, rien du tout, que les pennies. Il y a des photos vraiment ridicules à propos de ça. Il n'y a que les pennies. Mais je crois que c'était aussi une façon pour euh,
C'est une question pour se d'affirmation. dire, Ouais. oui, mais aussi un peu une blague pour se dire, on n'est pas encore arrivé jusque-là. Donc, il y a encore à, comment dire, quelques pas à faire pour arriver jusque-là, jusqu'à vraiment perdre la dignité et manger des pénis. C'est juste avant la mort, quoi. C'est vraiment l'instant avant la mort. Est-ce que vous avez emporté des pâtes, Federico, à Milan? Puisque apparemment vous prenez des pâtes dans vos bagages la plupart du temps quand vous Oui. parcourez le monde pour votre travail aussi de physicien. C'est un geste d'une poésie un petit peu folle parce que c'est quand même l'homme aux particules qui transporte des spaghettis dans ses valises. C'est quand même un moment fort. Et dans le texte, il y a ce moment aussi où vous avez un petit peu honte de transporter des pâtes industrielles. Je crois que c'est des pâtes industrielles à un moment donné. Et finalement, c'est un petit peu bouleversant, notamment lorsque vous allez à l'étranger faire la cuisine. Dès que vous allez à l'étranger, en fait, vous faites des pâtes. Et ça, c'est quand même, vous faites découvrir une recette particulière à vos hôtes la plupart du temps. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est premièrement, qu'est-ce que vous avez emporté à Milan là? Est-ce que c'est une légende ou pas? Et la deuxième question, c'est quand vous cuisinez pour notamment les Amérindiens, quand vous cuisinez pour quelqu'un qui n'a jamais mangé de pâtes, est-ce que la pâte crée cet espace de confiance, une sorte d'intimité particulière? Qu'est-ce que vous voyez dans les yeux de vos hôtes? Ah bon, importé à Milan, pas grand-chose, en fait. Euh, mais normalement, et des pâtes vraiment particulières. Par exemple, le tréfilé, par exemple, alors ça, c'est un peu spécial. Je sais que je peux pas, presque, même pas les trouver à Milan, c'est très difficile. On les trouve presque dans le centre d'Italie, aux Abruzzi, la région. Il n'y a euh, qu'une boîte qui prépare ça. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est à travers l'or, euh, les pâtes après, ils ont des caractéristiques chimiques telles que les pâtes retiennent la sauce différemment. C'est vraiment incroyable. Donc, normalement, ce que j'apporte, c'est quelque chose vraiment de spécial que je ne peux pas trouver autrement. Évidemment, si je vais chez les Amérindiens, j'apporte beaucoup de choses parce que là-bas, il n'y a presque rien. Il n'y a pas vraiment des magasins, il n'y a pas des supérettes. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois normalement une grande surprise. C'est étonnant parfois pour moi parce que ils découvrent des goûts qu'ils ne les avaient jamais essayés auparavant. J'espère qu'ils ont apprécié le goût. Normalement, c'est comme ça. Et pour moi, c'est très apaisant, ça. C'est vraiment très bien d'être capable de partager quelque chose de bien. Et c'est vraiment une émotion partagée. Parce que du moment, et parfois, on cuisine ensemble. C'est pas simplement moi qui cuisine. J'aime bien aussi, s'ils ont envie, de cuisiner avec moi et de leur apprendre à cuisiner les pâtes. Même si après, ils n'ont pas la possibilité de cuisiner les pâtes, mais c'est eux qui cuisinent ce soir-là. Et donc, de plus, ils sont étonnés d'avoir cuisiné quelque chose de si différent. Et je me rappelle une fois, en fait, j'étais avec une femme kanak, elle avait pleuré à la fin lorsqu'elle mangeait parce que elle était surprise, évidemment surpris par un goût qu'elle ne connaissait pas du tout. Et c'était un pleur de surprise, évidemment, c'était pas négatif. Est-ce que vous avez fait lire ce texte-là à des Italiens de différents horizons pour aussi avoir un point de contradiction. Est-ce que votre livre peut être un objet de guerre civile en Italie ou pas? C'est peut-être une question, vous me direz, mais quel retour vous avez eu des Italiens qui potentiellement ne sont pas d'accord avec ce que vous écrivez? Bon, pas beaucoup d'Italiens ils ont lu le livre aujourd'hui, au moins que je sache. Donc, les Italiens qui ont lu les livres, qui m'ont parlé de ça, ils étaient contents de ça. Ils partageaient un peu ma vision.
Et puis, franchement, moi aussi, j'ai trouvé beaucoup des anecdotes que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert en écrivant le livre. Donc, je trouve pour un Italien, ça pourrait être aussi intéressant pour ça. Mais franchement, je pense que si le livre va être publié en Italie, il va être critiqué durement. Parce que surtout aujourd'hui, on a beaucoup de monde ici a cette nécessité d'affirmer euh, sa propre identité et la nourriture est très importante. Donc, affirmer que la vraie recette est ça, c'est très important. Et ça, on le voit aussi dans la gestion politique locale. C'est dans le dernier décennie, on a eu plusieurs villes qui ont déposé à la mairie la vraie recette de quelque chose. La vraie recette du ragoût à Bologne. La vraie recette du risotto à la milanaise à Milan. Il y a, je pense, 6 ans. Donc, cela vient d'une nécessité de affirmer nous on est comme ça. Et comme je dis le contraire, c'est pas ça la question. Il faut s'affranchir de ça, de cette nécessité, parce que on n'a pas besoin de ça. Ça peut créer, franchement, je crois, des critiques très fortes envers moi. Mais ça va, je l'ai créé pour ça, en fait. Pas pour être critiqué, moi, mais pour donner une vision différente, qu'on n'a pas franchement besoin de ça, qu'on peut accepter quelque chose de différent euh, avec une ouverture de cœur mentale importante. Et toute notre nourriture, toute notre culture est une contamination de l'étranger. Les risottos à la milanaise, il y a du safran. Le safran n'était pas italien, venait de l'étranger. La tomate n'était pas italien. La base de notre cuisine n'était pas du pays. Mais il est devenu du pays. Il était capable d'utiliser des produits étrangers et l'intégrer à notre culture. Ça vient de là. Alors, c'est où on va poser le seuil dans l'histoire, quand c'est traditionnel et quand c'est pas traditionnel. Euh, Ça, c'est la question. Donc, moi, je n'aime pas quand on parle de tradition figée. C'est pas figé pour moi. Est-ce que d'ailleurs je me suis posé la question tout au long du livre du temps de cuisson? Puisque vous êtes physicien, vous avez une casquette finalement qui est peut-être différente d'un cuisinier. Est-ce que vous avez un rapport au temps de cuisson qui est différent de celui d'un non-scientifique? Est-ce que al dente, pour vous, c'est une notion aussi précise que mesurable, ou est-ce que c'est une intuition qui résiste finalement à la quantification? C'est une question vraiment difficile à répondre pour moi. Parce que ça, c'est tous les Italiens. Il faut goûter. Il faut goûter. Nous, on écrit peut-être 12 minutes, 11 minutes al dente. Mais on n'a pas confiance en ça, il faut goûter. Parce que mais peut-être pour moi, al dente, c'est 11 minutes, pour vous, 10 minutes, pour quelqu'un d'autre, 13 minutes. Donc, c'est vraiment difficile, ça c'est. Mais je crois franchement que le temps de cuisson est pareil, mais c'est vraiment une question de goût. Il faut goûter. Nous, on dit tout le temps, il faut goûter, il faut goûter. Même le sel, il faut goûter, il faut ajouter du sel. Ça, c'est une chose que nous, on trouve vraiment inacceptable, le fait qu'on sale après. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être, mais non, il faut saler pendant la cuisson. Autrement, c'est pas bien. Le sel n'est pas bien distribué avec les pâtes. Donc, c'est vraiment le goût par rapport au sel et cuissance, qui sont les deux caractéristiques les plus importantes lorsqu'on cuisine les pâtes. Et on est quand même dans une époque où les identités alimentaires sont à la fois d'un côté valorisées avec le terroir, le local, le fait maison, et de l'autre côté menacées avec le fast-food, l'ultra-transformation, l'accélération. Est-ce que votre livre, c'est un livre inquiet, justement, qui est entre guillemets ici pour mettre une petite alerte en disant attention, on va voir disparaître certaines choses qui sont extrêmement bonnes, extrêmement simples mais extrêmement bonne, et qui risque d'être remplacée. Mais oui, c'est comme je disais auparavant, c'est exactement ça le danger.
c'est de rendre exceptionnel ce que jusqu'aujourd'hui était ordinaire. Et je ne sais pas si ça est fait exprès ou pas, mais quand même, il y a une discrimination économique, sociale très importante. Voilà, parce que, et on le voit avec des problèmes de santé qui sont une caractéristique de certaines parties de la société et pas d'autres. Et c'est par rapport à la façon de se nourrir. Donc, oui, oui, il y a évidemment un problème là-bas. Et en Italie, un peu moins aujourd'hui, parce que on a beaucoup de règles, on a beaucoup plus de règles qu'à l'étranger normalement pour protéger euh, notre façon de cultiver les légumes, les fruits, tout ça par rapport, par exemple, aux États-Unis. Il y a des produits que chez nous et même en France, ils sont interdits. Euh, et aux États-Unis, pas du tout, parce que eux, c'est moins rentable de les produire qu'en chez nous. Donc oui, ça va être, comme je disais, c'est un peu une question de résistance. Bien cuisiner des bons produits, c'est une forme de résistance. Si c'est fait, évidemment, à bon marché, autrement, ça devient élitaire. C'est pas ça le but. Je me suis posé la question si Marinetti revenait aujourd'hui et voyait ce que le monde a fait de la pasta. Les spaghettis bolognaises à la cantine, les penne à la crème dans les brasseries parisiennes, les nouilles instantanées à Tokyo. Est-ce qu'il penserait-il qu'il a eu raison ou aurait-il eu une crise encore plus grave? Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il aimerait les nouilles asiatiques instantanées. Et je pense qu'il aimerait ça parce que c'est une façon technologique d'avoir des pâtes déjà prêtes comme ça. Pour l'aise, c'est vraiment difficile, je sais pas, franchement, mais lui, il désirait quand même une société complètement éloignée de la tradition italienne, donc différente, technologique, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait étonné de notre monde, pas seulement par rapport aux pâtes. Alors, c'est le moment C'était- de... Oui, Federico. Non, 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 ça va, ça va. Je vais vous lire un extrait, le deuxième extrait que j'ai choisi. C'est le début, c'est l'avant-propos. L'unité italienne s'est faite dans une cuisine. Un gris automne d'il y a une vingtaine d'années, je visitais par hasard l'hôtel Dieu de Bourg-en-Bresse en compagnie d'un ami allemand. Je flânais dans les salles en m'ennuyant quand mon regard se posa sur un vieux coffre. Une plaquette portait l'inscription Ne pas toucher. Jusque-là, cette visite vaguement imposée m'avait surtout laissé indifférent. Mais cet avertissement déclencha chez moi une réaction inverse. J'étais soudain obsédé par l'irrépressible désir de poser la main sur ce meuble, simplement parce que quelqu'un s'était arrogé le droit de me l'interdire. Je n'ai pas réfléchi longtemps. D'un air faussement détaché, j'ai jeté un œil autour de moi et j'ai tendu la main. Un effleurement furtif, à peine perceptible, un geste aussi insignifiant que le coffre lui-même, mais pour moi, c'était un acte fondateur, la revendication de ma liberté, de mon identité. En sortant de l'hôtel Dieu, mon ami allemand, qui m'avait assurément vu transgresser l'interdiction, me raconta la blague du paquebot qui sombre et dont tous les passagers sont miraculeusement sauvés par le capitaine. Aux Allemands, il a dit qu'il était obligatoire d'embarquer sur les canaux de sauvetage. Aux Américains, que c'était patriotique. Aux Français, que c'était élégant. Et aux Italiens, que c'était interdit. Ce n'est pas tant mon pays que j'aime, c'est plutôt d'être italien, avec tout ce que cela comporte de noble et de misérable. Mon peuple, si souvent soumis aux jougs de l'étranger, s'est morcelé et recomposé en mosaïques capricieuses, et il a été enfin contraint de se reconnaître sous une seule et même bannière. L'Italie est restée un ensemble de bourgs perchés qui se scrutent avec méfiance et fierté, chacun convaincu de son caractère unique et de ses traditions inimitables. C'est donc l'incipit de Pourquoi les fascistes n'aiment pas les spaghettis.
Il est temps de vous poser quelques questions, Federico, que je pose régulièrement aux auteurs qui viennent ici. La première, c'est celle de choisir un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour. Qui avez-vous choisi, Federico? Ernesto Sabato. Il n'est pas vraiment méconnu parce qu'il était l'un des écrivains les plus importants de l'Amérique du Sud pendant le XXe siècle, mais normalement aujourd'hui en Europe, il n'est pas très connu. Donc, c'est un auteur qui m'a vraiment touché profondément pour plusieurs raisons, euh, liées aussi à sa biographie en fait. Lui, il a écrit que 3 romans seulement dans sa vie, et le meilleur pour moi, c'est Sur les héros et les tombes. Son chef-d'œuvre. Mais si vous voulez un conseil, je prendrai Avant la fin. C'est son testament littéraire qu'il a écrit à plus de 80 ans parce que les jeunes argentins lui demandaient tout le temps d'écrire quelque chose parce ils avaient besoin d'espoir et lui, il était capable de donner de l'espoir aux Argentins. Et c'est un mémoire où il repasse toutes les étapes radicales et rebelles de sa vie. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans complètement parce que lui, il était physicien. Au moins, j'étais physicien comme lui. Il avait travaillé à Paris avec Marie Curie. Et puis un jour, bon, il a dit, j'abandonne les mystères de l'univers. Et il s'est consacré à la recherche des mystères de l'être humain. Et donc, à travers la littérature. Et donc, il y a un chemin un peu similaire euh, avec entre moi et lui. Oui, Voilà, je c'est ça. montre, voilà, et je montre le Donc, moi, deuxième je l'ai. texte. Oui, c'est magnifique, oui. Justement, par rapport à votre travail, par rapport au travail de physicien, qu'est-ce que ça apporte finalement en littérature? Est-ce que les deux professions se rejoignent, s'éloignent? Au contraire, est-ce que la littérature vous permet de sortir de quelque chose de très, je ne vais pas dire de statique, hein, je ne suis pas physicien, vous allez me dire quel mot convient le mieux, mais de quelque chose de très scientifique en tout cas. Est-ce que ça change quelque chose en matière littéraire? Ah bah oui, et c'est exactement ça que je disais par rapport à Sabato. C'est vraiment, je trouve, ce sont des méthodes de recherche. En fait, la physique, une recherche qui vise les mystères de l'univers, la littérature, les mystères de l'être humain. Donc, moi, j'avais étudié la physique pour au moins chercher, comprendre certaines choses. Et j'ai compris que j'étais pas euh, capable de comprendre ça, ce que j'aurais voulu comprendre. Je sais pas si par ma faute ou de la méthode en soi. Quand même, j'ai quitté la physique pour ça. J'enseigne encore, j'enseignais même aujourd'hui à l'université de Milan, je suis là exactement pour ça. Mais après, il me manquait quelque chose. Et donc, je suis passé au-delà de la physique vers la métaphysique et donc la littérature aussi. Et j'ai rien compris encore. Ça, c'est mon problème. Mais je progresse un petit peu, oui. Donc, c'est vraiment un peu évidemment, la façon de chercher, mais aussi le but de la recherche. Très bien. La deuxième question, c'est celle de se transposer, de vivre pendant 24 heures dans un corps de personnage de fiction, peu importe le personnage, que ce soit en matière cinématographique, BD, littérature, évidemment. Et quel est ce personnage-là que vous aimeriez incarner et est-ce que vous changeriez sa destinée? Alors moi, je pensais quelque chose en fait de un peu différent. Ça veut dire, hum, je pensais à Moby Dick de Melville. Et le personnage principal est le capitaine Ahab. Ahab, je ne sais pas en français comment on vous disait. Mais bon, je changerais pas franchement lui. Je voudrais être Fedallah dans Moby Dick. Le sorcier zoroastrien qu'Akab cache sur le navire. Échanger le personnage de Fedallah pour voir si même Akab changerait lui aussi. Parce que dans le livre, c'est lui est une ombre. Il part qu'en prophétie. Il nous dit que ce qu'Akab veut entendre.
c'est tout. Et moi, je lui parlerai clairement, une seule fois. Je lui dirai, bon, la baleine blanche, en fait, n'est pas ton ennemi. C'est toi qui as besoin d'un ennemi pour euh, donner une explication à ta condition misérable et voir en fait si après ça, Akab euh, changerait son destin, s'il deviendrait peut-être un capitaine vieux et chiant, il laisserait Moby Dick vivre sa vie. Et j'aimerais bien ça parce que je voudrais savoir si en fait, pendant certaines situations, si on avait quelqu'un qui nous pouvait montrer le bon chemin, on changerait en fait où c'est notre destin est déjà écrit. En fait, Melville n'a pas fait ça et moi, ça me ferait plaisir de voir la réaction d'Akab. Très bien, très bien. La troisième question, c'est justement une absence de question, puisque c'est quelle est la question que vous n'aimeriez pas que l'on vous pose en interview? C'est pas simplement une question, c'est une qualité de question. En fait, c'est toutes ces questions qui visent à me définir en tant que personne. Donc, soit qu'elles concernent ma vie professionnelle ou autre. Comme je le disais auparavant, aujourd'hui, j'échappe, je vise à échapper toute définition et je n'aime pas être défini, en fait. Et donc, lorsqu'on me pose des questions qui visent à me définir, donc politiquement, euh, philosophiquement, mais vous êtes comment, vous pensez quoi, et comme ça, après, on va créer des attentes par rapport à moi. Comme je suis physicien nucléaire, ah oui, alors vous êtes comme ça. Et après, j'ai fait autre chose, je ne sais pas, ah, moi je pense pas. Alors, je dois de quelque façon justifier ma personne parce que on a une perception de moi qui n'a rien à voir avec moi. Et donc, moi, je suis un peu hybride comme mon livre, pas par hasard. Et parfois, je dois changer un peu de... Je vais à l'université enseigner, c'est la physique, je veux pas m'habiller avec une chemise parce qu'après, ils me demandent, mais c'est quoi? Tu viens d'un mariage? C'est ça, mais non, c'est... Et alors, je m'habille avec un t-shirt, puis j'ai fait quelque chose de différent et je dois m'habiller différemment, autrement les gens sont parfois un peu abasourdis par le fait que moi, je suis pas si définible. Et alors ça me gêne un petit peu, surtout politiquement. De gauche, des droits, surtout aujourd'hui où je trouve que la politique aujourd'hui n'a rien à voir avec la politique idéologique historique. Et donc, moi, je ne sais pas comment ça. Par rapport à Ernesto Sabato, par exemple, je retourne là. Donc, avant la fin, c'est incroyable. Lui, quand il parle, il décrit sa vision politique et il était content parce que les fascistes lui reprochaient être communiste et les communistes lui reprochaient être fasciste. Alors là, lui, il a dit, bon, là, j'ai compris en fait que j'étais indépendant et j'étais honnête intellectuellement. Et je l'aime beaucoup, donc je n'aime pas qu'on va mystifier ma personne par rapport à une case que les autres ont besoin de concevoir par rapport à moi. Très bien. Et donc, Johan Iacono, qui est un auteur aussi, Istia et compagnie, a répondu à cette question-là il y a quelques jours, dimanche dernier. Et donc, vous allez devoir répondre à cette question-là, qui n'est pas simple, mine de rien, mais on va voir. Il n'aime pas qu'on lui pose la question, quel est le dernier livre que vous avez détesté? Livre que j'ai détesté, oh là, Ouais. c'est pas sympa ça. Ah ouais, non, il vous a pas fait un cadeau, clairement. Moi, j'aime pas franchement critiquer les autres. Pas du tout, franchement. Moi, je crois, lorsqu'on écrit quelque chose, c'est pas pour être bienveillant, mais lorsqu'on écrit quelque chose, c'est toujours un effort qu'on fait. Euh, on peut bien écrire ou pas bien. Je trouve que la question la plus importante, c'est toujours pourquoi on écrit. Alors, je peux vous répondre en disant que moi, je n'aime pas trop lire des livres qui ont été écrits pour gagner de l'argent, pour des questions, donc pour faire plaisir
euh, au public. Alors ça, cela ne m'intéresse pas du tout. C'est plutôt simplement c'est raconter des histoires pour apaiser les esprits et je n'aime pas ces livres-là en général, pas un livre en soi. Non, C'est une bonne pirouette. non mais non, je n'aime pas critiquer en fait Ah, mais les très autres. bien, très C'est bien. son parcours, chacun a ses raisons. C'est pas à moi de dire si c'est bien ou pas ce qu'ils ont fait. Très bien. Alors, mon assiette est vide. La rencontre aura Oh duré là, juste ce qu'il faut pour venir à bout des spaghettis et des grandes questions. Et c'est peut-être là, dans ce petit détail comique qui ouvre et ferme la parenthèse, que réside toute la philosophie de Federico Tavola. La gravité et la légèreté ne s'excluent pas, elles cohabitent dans la même assiette. On peut parler de fascisme, de futurisme, de physique nucléaire et d'identité nationale, de Marinetti et de Mussolini, d'Amérindiens et de Poutargue, et manger en même temps. On peut, même sans le savoir, accomplir en mangeant un acte politique, car c'est ce que ce livre nous aura appris, au fond. Il n'existe pas de geste innocent à table. Chaque fourchette levée est une réponse à quelque chose, à l'histoire, à l'idéologie, à la peur que les peuples ont de se ressembler trop pour ne pas devoir se haïr. Federico Tavola est de ces écrivains qui transforment l'anecdote en argument et l'argument en récit, qui font de la pasta al dente une métaphore de la résistance et du voyage, un art de la transmission. Il repartira ce soir avec ses recettes et ses histoires, comme il repart toujours vers un autre laboratoire, une autre cuisine, une autre table d'étrangers qui deviendront des amis le temps d'une eau bouillante. Et nous restons là, devant nos écrans, avec cette impression singulière d'avoir été nourris de quelque chose d'essentiel, de ces nourritures qui ne pèsent rien et qui restent pourtant longtemps. Mussolini et Marinetti sont morts, les spaghettis, eux, continuent. Et ce soir, ici, quelqu'un peut en témoigner les yeux dans les yeux, ils étaient excellents. Merci Federico Tavola. bon, merci à vous, Anthony. Pourquoi les fascistes n'aiment pas les spaghettis et pourquoi nous, nous les adorons. On se retrouvera, merci infiniment Federico, et on se retrouvera donc en août, en septembre pour les rentrées littéraires et les autres rencontres. En attendant, on prend une pause méritée. Voilà. Un bon été à tout le monde et Bonsoir. merci Federico. Merci à vous tous. Au revoir tout le monde. Merci.